Merci. La première question, l'esclavage au Tchad est-il une conséquence de la pauvreté ou une volonté de dénomination d'un groupe sur les autres dans le but de les acculturer ou bien un phénomène entretenu par un individu, un groupe d'individus pour assouvir un besoin pécuniaire? Faites-vous une différence entre esclavage moderne et esclavage des temps modernes? Là, maintenant, j'ai d'abord une question que je soumets à l'assistance. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on parcourt toutes les questions ou qu'après une question, on passe à la réponse? Merci, Bonodi, de nous éclairer à ce niveau. Apparemment, il n'y a pas de retour. Okay. Je pense que cette question est adressée au premier intervenant. Je suis invité à intervenir. Je crois que oui, en réalité, c'est la seule question. En fait, ce sont les deux questions du frère Dara qui sont les seules questions qui se lisent là. La plupart des autres interventions, c'est des commentaires. Je vais commencer par la question, donc la première question de Dara, qui demande à savoir est-ce que c'est vraiment pour des raisons pécuniaires que certaines personnes se donnent à la pratique de l'esclavage ou c'est simplement par instinct de domination cherche à déshumaniser les autres. Je crois que ça dépend du contexte, mais dans le contexte tchadien, je dirais il y a des gens en fait qui ne le font plus pour des raisons pécuniaires. Par le passé, on l'a dit, c'était économique, l'esclavage, initialement, ça permettait de se faire de l'argent, ça a été aboli. Les formes qui ont cours aujourd'hui n'ont pas vraiment, non rarement à la base de besoins pécuniaires, en dehors de la traite des hommes, par exemple, dans le contexte du Tchad où on les fait travailler à Miski, où on les porte en Libye et autres pour faire des travaux qui, ça rapporte de l'argent. Ce qui a été mis en place, qu'on a décrit, toute une chaîne d'acteurs qui interviennent donc dans cette traite, oui, et c'est pécuniaire-là. Mais dans le contexte du Tchad, quand on observe, il y a des groupes en fait qui le font comme ça, par simple envie de dominer d'autres. Lorsqu'on voit les appellations, par exemple, Habit, c'est esclave, et des gens qui simplement veulent voir les autres soumis à eux. C'est une insulte qui est courante dans ce milieu où sévit la traite de ces personnes. Donc, en réponse, oui, c'est pour des besoins de beaucoup plus domination que pécunier, la réponse à cette question. La deuxième question qui porte sur l'esclavage moderne et l'esclavage des temps modernes, est-ce que c'est pareil? Ouais, je crois que c'est la même chose. Hein. L'esclavage moderne, c'est l'esclavage en fait qui est observable dans les temps modernes. En d'autres termes, c'est la forme d'esclavage qui s'observe dans notre époque actuellement, dans le monde contemporain. On dit aussi esclavage contemporain. Donc, ce n'est pas différent. L'esclavage moderne, l'esclavage des termes modernes, c'est des formes qui se retrouvent, c'est cette appellation seulement alternative, mais ce n'est pas différent. Voilà ce que j'apporterai comme élément de réponse là. Sur les commentaires, je voudrais dire quelque chose. Les commentaires qui sont mis, qui ont tous trait au témoignage fait par Madame Garamri, et en fait, l'aspect qu'elle a évoqué, les actions menées par ces personnes qui sont victimes, en fait, vis-à-vis de leur
bourreau, si on peut appeler ici, entre guillemets. Voilà, le fait que ces personnes partent voler, elles font beaucoup de coups aussi. Elles essaient de relever, ben, simplement présenter les choses telles que observées, mais ce n'est pas pour autant de les condamner. Et je crois que quand on met cela sur la balance, c'est très clair. Les pratiques, les services dont ils sont victimes, comparé à ce qu'ils font, c'est beaucoup plus de réactions de survie. Mais comme c'est sociologique quand même, le vol, il est condamné dans nos sociétés aussi. Donc, on essaie de relever, mais ça ne veut pas dire que c'est une façon de culpabiliser, de douaner les gens en fait qui les mettent dans ces situations, qui les obligent à agir de la sorte. Voilà quel commentaire que je fais. Je laisse la parole à la sœur Garabri qui pourrait compléter. Merci. Allô, merci. Nadine, je vais peut-être un peu approfondir bon, la question. Je n'ai pas bien cerné la question par rapport à l'esclavage, bon, l'esclavage moderne qui sous-tend le travail à domicile. Bon, selon le recensement général de la population et des habitats de 2000, hein, le Tchad compte environ 16 millions d'habitants, dont 80% vivent en milieu rural. Et parmi cette tranche de la population rurale, la majorité vit dans une situation d'extrême pauvreté. Et ces jeunes sont vraiment éprouvés par plusieurs décennies de guerre civile, de conflits armés, récemment aggravés par le conflit éleveur-agriculteur. Alors, la conséquence directe pousse les jeunes à aller pour se chercher à avoir une meilleure vie. Et il y a aussi les parents qui sont, depuis le village, ils essaient de vendre leurs enfants. Hein, ils envoient leurs enfants à N'Djamena pour travailler. Moi, j'ai eu témoignage, j'ai lu quelque part qu'une fille, elle est de Kelo, et c'est son père qui l'a envoyée dans la famille pour travailler. Et la fille a travaillé, la fille n'a jamais vu son salaire de ses yeux. Et c'est son père qui encaisse l'argent. Dès chaque fin de mois, on transfère l'argent de la fille à l'autre. Et la fille loge même chez eux. Elle fait même l'objet de... elle est employée à tout temps, elle est disponible à tout temps à son nom. Et elle n'a pas de mots, elle ne peut pas réclamer, elle ne peut pas repartir. Parce que quand elle essaie de réclamer, il y a son père qui dit non, tu ne dois pas venir chez moi, tu vas rester là-bas. Donc, cet esclavage, je ne sais pas, a double facette. À double facette, il y a bon, ceux qui viennent eux-mêmes se faire esclaves et ceux qu'on pousse dans cet esclavagiste. Donc, c'est un peu ça. Je rends le micro. Hein. Merci, Madame Odile. Y a-t-il une autre question qui ne paraît pas dans le forum? Nous avons Bonodi. Nous allons passer la parole à Bonodi. Oui, pour moi, ce n'est pas vraiment une question, mais je voudrais simplement rejoindre beaucoup d'interventions sur le forum. Je vais offrir une petite synthèse des interventions qui viennent, par exemple, de la sœur Delphine Morta, du frère Alain Morta, Irénée et beaucoup de personnes que je ne peux pas tous citer ici. Et ça rejoint ce que le docteur Dunia vient de dire. Oui, il y a des cas de mauvais comportement de certains de ces employés, mais faisons attention à ne pas généraliser. Et même si c'est le cas, les mauvais traitements restent les mauvais traitements. Retenons aussi qu'il n'appartient pas aux employeurs de se rendre justice, parce que si ces employés commettent des actes de vol ou d'autres choses, comme Dunia l'a souligné, c'est peut-être quelque chose en réponse, c'est des comportements de survie. Et de deux, même si ce n'est pas le cas, il appartient à ces employés-là de se référer au système judiciaire pour régler ces problèmes, mais pas se rendre justice eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose que nous devons retenir pour ne pas excuser ou
ou exculper les employés qui traitent ces jeunes-là de manière déshumanisante. Ça, c'est une chose que je voudrais attirer notre attention dessus. Et en lisant les interventions sur les panels, je vois aussi qu'il y a un grand problème d'éducation de la masse. Il y a un grand problème il faut trouver des alternatives pour permettre à ces jeunes-là d'avoir du travail ailleurs, parce qu'il y en a qui disent que c'est parce qu'ils n'ont pas quelque chose à faire ailleurs. Et cette initiative par DIST est très, très, très louable. Nous comptons sur la participation de tous ceux qui sont ici, ainsi que ceux à qui vous partagerez cette initiative. Mais n'oublions pas que ce n'est pas la première fois que des initiatives ont été prises au Tchad pour tacler ce problème-là. Et je profite de la présence de M. Antoine Souniabé Missé, qui est magistrat dans la salle, avec la permission de ma co-modératrice Nadine, si je peux demander à Antoine, qui est juriste et qui a travaillé avec l'association Jeunesse Anti-Clivage, dont je fais partie, pendant plus de 20 ans, qui travaille depuis plus de 20 ans sur le phénomène, un aspect de ce phénomène, surtout les enfants bouviers que Félix et Dunia ont touché dans leur intervention. Si ça convient à la modératrice, à ma co-modératrice, demandons à Antoine, en sa qualité de magistrat et vu son expérience dans ce domaine-là, de nous donner un peu son point de vue avant de continuer. D'accord pour que Antoine, le magistrat, nous donne son point de vue. Par la suite, nous avons des intervenants qui ont des questions, notamment Enoch et Célestin, donc ils vont se suivre à la prise de parole de Antoine. Merci. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, parfait. Ok, oui, je vais être très bref. Bon, merci à Bonodi. Merci à tout le monde. J'ai suivi de bout en bout les interventions des uns et des autres. Comme Bonodi le souvient, à Anti-Clivage, on avait essayé de soulever ces questions-là à l'époque, y compris la question des enfants bouviers dans la région du Mandoul, où nous avons essayé de faire des sensibilisations. Et le phénomène à l'époque, c'est que c'était des parents qui méritaient d'être sensibilisés. Et nous sommes appuyés sur le chef traditionnel, par exemple le chef de Gondi, qui avait réussi à l'époque à interdire que des enfants soient envoyés vers les éleveurs dans sa zone. Il avait même des personnes qui l'informaient chaque fois qu'il y a quelqu'un qui envoie son enfant, il le convoquait, il l'amendait et puis il envoyait des gens pour faire revenir les enfants. Nous avons installé des comités de sensibilisation dans différents villages qui essayaient. Et comme les collègues l'ont dit, c'est une question de pauvreté. Parce que souvent, les gens sont face à une misère telle que cela s'offre comme une possibilité d'emploi pour leurs enfants et ils essayent de tenter cette aventure. Nous sommes beaucoup aussi appuyés sur les femmes parce que ce sont leurs enfants qui partaient et souvent on ne demandait pas leur avis. Parfois, elle dit que c'est quand les enfants sont en train de partir qu'on informe la maman que l'enfant doit partir. Donc, c'est un phénomène vraiment de société et il faut mettre l'accent sur ça. Nous avons aussi travaillé sur le phénomène des domestiques et avons aidé à l'époque la mise en place d'une association des employés domestiques qui fonctionne très bien actuellement. Et les autres qui ne sont pas dans l'association, donc le gros lot dont on parle, nous avons à l'époque essayé de faire en sorte que le gouvernement puisse légiférer pour que l'emploi domestique soit considéré comme tout autre emploi, qu'ils aient le SMIC nécessaire, qu'ils soient inscrits à la CNPS pour avoir toutes les garanties sociales et les petites, ou disons, les
les incidents qui arrivent souvent pourraient aussi être plus facilement gérés si c'est dans le cadre d'emploi entre employeurs et employés. Je crois qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Et le phénomène aussi change un peu. Les employés dont on parle actuellement vers la rue des 40 ne sont plus aussi, comment on peut dire, fragiles ou bien comme avant. Ils ont acquis de la force et actuellement, ils se défendent parfois même très bien. Et beaucoup habitent au-delà même de la rue des 40, ils dorment là-bas. Et ça fait qu'il y a une sorte d'intégration qui est très poussée avec des filles et des garçons qui parlent en arabe avec l'accent natif, etc. C'est des phénomènes aussi, peut-être les sociologues sont là à récupérer. Peut-être que cette unité du Tchad là pourra venir de cette personne. Je vous remercie. Allô? Merci, merci Antoine. Nous allons passer à la question, aux questions successivement de Enoch et Célestin. Merci. J'espère que la contribution d'Antoine a permis de mieux cerner les actions faites dans le but de réduire les abus subis par les employés ou les fonctionnaires de la rue 40, ou les travailleurs domestiques également. Merci. Bon, merci beaucoup. Ma question a été répondue d'une manière très élaborée et je pense que, bon, ce que je dirais, c'est que, par exemple, l'exemple de l'enfant de Kelo qui a été pratiquement vendue par ses parents, ou bien permise, elle a été permise à ses parents, par ses parents. Quel est le rôle de l'État dans tout ce qui se passe? Parce que, comme c'était très bien dit, 80% de la population du Tchad est rurale, 80% est analphabète. Et il faut aussi comprendre que les parents, ce n'est pas que les parents les permettent, mais ce n'est pas que les enfants eux-mêmes veulent se faire esclaves. C'est parce qu'il n'y a plus d'espoir. Et quand il n'y a pas d'espoir, on peut faire de n'importe quoi. C'est exactement comme les jeunes qui quittent l'Afrique pour aller se faire noyer dans l'océan pour aller en Europe et autres. Ce n'est pas qu'ils ont le choix. Donc, ces enfants qui vont se faire du mal dans ces ménages et autres, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Comme l'État l'État lui-même est déficient. L'État est quelquefois complice. Que peut-on faire? Sensibiliser les parents, c'est bon. Mais quand l'enfant, il y a une fille qui disait qu'elle doit aller en N'Djamena, que les parents le veuillent ou pas. Effectivement, elle était partie. Donc, dans ce cas où les parents sont incapables de subvenir aux besoins les plus élémentaires des enfants, comment alors peut-on faire pour enrayer cette pratique qui ne fait que gangréner la société tchadienne? Merci beaucoup. Allô? Oui, s'il n'y a pas de preneur, en attendant que peut-être l'un de nos panélistes se prononce sur la question, s'il y en a, je voudrais vraiment rebondir sur cette question de Enoch qui, beaucoup plus, n'est pas une question, mais plutôt une interpellation faite à nous qui sommes là, nous qui sommes conscients du problème, nous qui en parlons. Est-ce que nous allons nous arrêter à la parole ou qu'est-ce que nous allons faire? Et ça me permet de dire à ceux d'entre vous qui ne font pas partie de DIST que en marge du travail de la réalisation du webinaire, nous avons eu des réunions
pratiquement toute l'année de 2021, COVID-19 aidant. Et nous avons fait beaucoup de brainstorming. Et ce dont je parlais tantôt par rapport aux alternatives qu'il faut offrir aux jeunes, nous avons jeté des idées pêle-mêle. Nous n'avons pas une solution toute trouvée. Nous n'avons pas encore les ressources, mais les pistes de solutions que nous avons commencé à considérer sont, par exemple, donner à ces jeunes-là la possibilité de faire des jardins maraîchers, par exemple, dans leur village qu'ils pourront vendre sur les grands axes ou bien amener même dans les grandes villes les plus proches, pourquoi pas à N'Djamena. Est-ce qu'il ne faut pas amener l'expertise des différents Tchadiens de la diaspora en agronomie, en entrepreneuriat, et on n'a pas besoin, sachant que ces jeunes-là, beaucoup d'entre eux sont déscolarisés ou pas du tout scolarisés, on n'a pas besoin de gros français, comme on dit, mais est-ce qu'il ne faut pas trouver une solution très simple pour les former à créer des activités génératrices de revenus, d'être leurs propres employeurs et pourquoi pas devenir des employeurs dans leurs villages respectifs. Ça, c'est une des pistes de solutions parmi tant d'autres. Et quand je disais que ce phénomène ne doit pas rester seulement la préoccupation de DST, mais il nous interpelle tous. Alors, merci beaucoup, Enoch, pour cette question qui permet à chacun de nous de réfléchir et contribuer à la création des alternatives pour ces jeunes-là. Merci. Merci beaucoup, Bonoji. Nous avions aussi la question de Célestin. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous reçoit. OK. Merci. Pour moi, ce n'est pas une question. Non, j'avais une question, mais ma préoccupation a été prise en compte. Néanmoins, je tiens à dire ceci. Le phénomène de fonctionnaire de rue 40 avec son corollaire, l'esclavage moderne, c'est un phénomène réel et à entendre les uns et les autres, c'est comme si on est en train de vouloir diluer sur certaines choses. Je m'inscris en faux parce que le cas de Taïwan citait quelques cas, citait ça et là, c'est des cas isolés qui ne doivent pas venir diminuer le problème de fonctionnaires de rue 40 qui attend déshumaniser les jeunes sudistes. Je crois que c'est Madame Odile qui a parlé de la justice, que nul n'est censé se faire justice et que les employeurs auraient dû saisir la justice. Je suis parfaitement d'accord, mais quelle justice? Puisque c'est comme le phénomène le conflit agriculteur-éleveur, où les éleveurs sont en position de force avec les armes distribuées par l'administration en place. C'est la même chose. Les gens qui ont la possibilité de recruter ces fameux fonctionnaires de la rue 40 là, sont des gens qui sont dans une certaine position face auquel la justice ne peut rien. On accuse une fille d'avoir volé les bijoux en or. Quelle preuve? Parce que la justice est la preuve. Quelle preuve contraire la fille là va apporter pour se disculper? Voilà. C'est ce que je tiens à dire en quelques mots pour participer au débat. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Célestin. Certainement, il y aura la réponse.
nous allons clôturer cette première partie avec les questions de... Nous allons clôturer cette première partie avec les questions ou préoccupations de Congo Médard, de Delphine Morta. Merci. Également la prise de parole de Antoine. Merci beaucoup. Bonjour Nabil, merci de m'avoir donné la parole. Moi, je tenais d'abord, avant tout, à vous féliciter. Féliciter tout l'ensemble des organisateurs, les présentatrices, présentateurs, les différents participants, à commencer par mon cher Bérédounian, il y a Odile, Bonoudi, Nadine toi-même, et puis bien d'autres qui, à travers leur intervention, essayent également de nous instruire un peu sur cette problématique. Moi, je voudrais tout simplement dire que c'est vrai que la sœur Odile avait évoqué un problème qui était un peu pertinent, qu'il faut aussi mener des investigations, mener une enquête au niveau aussi des employeurs, entre parenthèses ou entre guillemets, qui exploitent vraiment ces fonctionnaires de la rue de 40, entre guillemets. Donc, moi, je dis, la question ne se pose pas en ces termes parce que dès lors que tu es habitué déjà à exploiter déjà une personne déjà vulnérable qui s'inscrit dans le cadre de la victimisation et autres, c'est pas vraiment évident que ces personnes ou ces catégories de personnes peuvent vraiment donner des informations fiables pour dire que voilà, d'une part, c'est le fonctionnaire de la rue de 40 ou la fonctionnaire de la rue de 40, entre guillemets, qui est fautif et autres. Parce que quand on regarde, par exemple, une vidéo qui date déjà de quelques mois en arrière, mais qui ressurgit, où sur la vidéo, on voit clairement comment un fonctionnaire de la rue de 40 a été maltraité par ses employés avec une arme de poing en main, d'autres avec des chicottes pour des histoires de vol, d'accusations de vol, tout ça, et qu'on ferme même le portail, qu'on l'empêche même de fuir, tout ça. Quand on regarde ça, franchement, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Donc, moi, je voudrais ici interpeller tout un chacun de nous à un travail, franchement, de sensibilisation, de vulgarisation, de communication et de dénonciation à tous les niveaux. Et essayer aussi de faire un travail comme Suambi l'a aussi dit, au niveau, parce que c'est un phénomène beaucoup plus qui émane de l'exode rural. La plupart, c'est des gens qui sont dans les villages. On vient toujours leur annoncer, c'est-à-dire la belle vie en ville, le bonheur en ville, il faut aller, voilà. Donc, c'est à la recherche vraiment de ce bonheur que ces personnes-là, comme Bérédoune l'a souligné dans son intervention, que c'est beaucoup plus ceux qui fuient aussi les travaux un peu difficiles, les travaux champêtres, et la vie aussi dure au niveau de leur village, au niveau de leur famille et autres, pour aller chercher encore le meilleur. Malheureusement, ils sont mal informés. Une fois là-bas, ils sont pris en otage et voilà. Donc, il y a un travail aussi en ce sens à faire. Et je souhaiterais aussi qu'à la longue, pour finir, qu'on essaie aussi d'inverser aussi l'ordre, parce que ce phénomène-là des fonctionnaires de la rue de 40, quand on essaye de voir dans les quartiers, par exemple, sudistes au Tchad, d'une manière générale, il y a des sudistes qui sont nantis et qui ont les moyens et qui n'ont pas la possibilité en même temps d'assurer la garde de leurs enfants ou de préparer, faire la cuisine et autres. Ils sont obligés aussi de faire appel aussi à ces genres de prestations. Mais la façon de traitement de ces employés diffère. Quand on essaye de voir ceux qui travaillent avec les parents, qui sont des sudistes, des chrétiens, ils sont considérés à part entière comme des familles, comme des parents. Il y a des fois, on leur donne même des sacs de mil. Quand ils préparent, on leur donne même le repas, ils amènent à leur famille à la maison, tout ça. Alors que quand on regarde, par exemple, au niveau de la rue de 40, qui est un quartier du Nord, on essaye de voir que ces traitements vraiment diffèrent. Et si on peut vraiment pousser une étude sociologique à ce stade-là, à ce niveau-là,
pour également comprendre le phénomène, je pense que ce serait intéressant. C'est tout ce que je tenais à dire et à apporter comme complément. Merci beaucoup. Allô, Nadine? Allô? Allô? Merci beaucoup, Méda. Il nous reste 2 questions attendues, Delphine et Antoine. Merci. Pour clôturer cette première partie du webinaire. Allô, Nadine? C'est à moi? La parole est à moi, Nadine? Oui, à toi. Okay. Merci beaucoup. Merci pour la parole donnée. Je fais mienne les mots de remerciement et d'appréciation de ce webinaire. Et je vais aller tout droit au but. Mesdames qui m'a précédé a pris en compte la plupart des points que je voulais aborder. Je l'ai même écrit dans le chat, mais je vais le développer ici. Ça veut dire que le problème, ce phénomène existe parce que le phénomène sociologique est la raison numéro 1. C'est-à-dire qu'on a comme une aliénation dans la tête qui fait que, je n'aime pas ce mot-là, mais il faut avoir une mentalité d'esclave, déjà prédisposée pour faire ce que l'on fait. Il n'y a aucune raison de misère qui va faire en sorte que un père va vendre son enfant à un homme qui sait pertinemment qu'il va déshumaniser son enfant jusqu'à avoir le risque de perdre cet enfant. Là, je fais la comparaison. Le Tchad est à 80% rural, 80% sont misérables, les maltraitants sont de part et d'autre, mais a-t-on vu un gars du Nord venir travailler comme esclave chez les sudistes? Il y a une petite classe moyenne qui ont les moyens chez les sudistes. Pourquoi les gars du Nord là, ne viennent pas chez nous travailler? Le mouvement se fait dans un sens unique, c'est-à-dire les sudistes vers le Nord, ils s'aplatissent, on n'a qu'à les tuer, les maltraiter, malgré les dénonciations et tout. Ce phénomène continue, c'est là dans la tête, on a la mentalité d'esclave. Moi, quand j'étais petite, j'allais au village, mais attendez, j'étais fière de mes parents villageois. Des hommes fiers, qui cultivaient leur terre, ils avaient la dignité et tout. Mais que s'est-il passé? Certainement, la guerre civile est passée par là, qui a tout déstructuré l'organisation. Et ça a mis à nu, avec le phénomène d'exode rural, ces phénomènes. Et nos parents sudistes ont trouvé la solution la plus facile. Où est passée la fierté de l'homme sudiste? On a quand même, on est des humains comme les autres. Donc, je vais m'arrêter là. Et la solution, je pense que l'autre, la sœur Nankar, c'est ça? En a parlé déjà, c'est de générer des activités productrices d'argent qui amènent les gens à se prendre en charge. Et il y a un travail de sensibilisation, de détricotage de cette mentalité du sudiste vers le nordiste, parce qu'il n'y a rien, c'est pas la pauvreté qui existe, qui explique cela, c'est pas l'exode rural qui existe cela, c'est un profond problème de mentalité. Il faut s'attaquer à cela et l'éducation, certainement, serait l'une des solutions. Merci, Nadine. Voilà. Ouais. Alors, Nadine, je peux ajouter quelque chose? On avait une dernière question. Ah, OK. À la fin, il y aura une large partie réservée aux échanges complétés. On va aller dans le détail. Si on peut respecter d'abord les étapes du webinaire, ce serait bien. Merci, Odile, si possible. OK. Nous avons une première piste avant de conclure vraiment avec la première partie et passer à la deuxième partie, si possible. Merci, Antoine. D'être bref aussi, si possible. Okay, merci. Je crois que j'ai une seule question, si j'ai bien noté. C'est celle concernant la justice. Nous sommes deux Antoine, alors je ne sais pas lequel des Antoine. Excusez-moi, ça doit être l'autre Antoine alors. Ok, sinon j'avais voulu répondre sur la justice. Ouais. Voilà, cher ami, bonjour à toi.
je voudrais vraiment remercier les différents panélistes qui nous ont édifiés largement sur ce phénomène que nous connaissons bien au Tchad et particulièrement à N'Djamena. Moi, je suis un habitant de Walia et comme vous pouvez le savoir, la plupart de cette population habite dans ce quartier. J'ai eu personnellement, en tant qu'économiste, à avoir discuté avec certains. J'ai vu les témoignages des intervenants qui vont effectivement dans ce sens. Et les éléments que j'ai retenus, en fait, les leçons, c'est que il y a plusieurs catégories, justement, surtout pour ce qu'on appelle les fonctionnaires de la rue de 40 mètres. C'est que certains viennent de manière saisonnière. Donc, ils arrivent en saison sèche où les activités champêtres sont rares pour travailler et repartir avec un petit fonds qu'ils investissent dans les travaux. Ça, c'est pour les garçons. Les filles, en général, aussi viennent constituer un petit moyen pour s'acheter voilà, les services de table, donc les marmites, etc., soit pour aller se marier, soit pour aller s'installer. Donc, il y a cet élément que la plupart essayent de mettre en avant. Ça, je parle bien des concernés, des populations concernées. Maintenant, les causes aussi ont été largement évoquées et je pense que ça risque de s'aggraver avec le temps, vu donc les conflits agriculteurs-éleveurs qui font que, en général, si vous constatez, les personnes victimes, parce que en général aussi, ils essaient d'intervenir soit pour défendre les causes ou autres, et ça fait un peu de problème. Mais il faut aussi savoir que le travail domestique est une catégorie d'activité bien connue dans le monde. Il y a bien, et ce phénomène-là, ce travail va même augmenter avec le temps dans la mesure où beaucoup de jeunes accèdent à l'emploi et on a effectivement besoin de ce travail domestique. Maintenant, c'est l'organisation de ce travail qui pose problème. Il faudra donc que ça soit intégré dans la nomenclature des services dans le pays et je crois que les décideurs ont dû prendre ça en compte, mais c'est resté marginal. Pour certains, c'est un travail dégradant, mais nous autres qui voyons aussi en Europe et dans d'autres pays, on sait que c'est un travail qui fait partie de tout ce que nous faisons. Ce n'est pas une activité déshumanisante. Et donc, voilà, il y a quand même un problème à régler à ce niveau. Et Madame, pour terminer, Madame Nako avait évoqué la question d'appui ou de projet pour améliorer ou stopper. Parce que moi, je vois que la sensibilisation, elle peut porter, mais les limites, la portée des sensibilisations, on connaît. Quelqu'un a dit que lorsqu'on est dos au mur, on est prêt à tout. Et ce n'est pas évident de s'arrêter. Donc, il faudra voir dans quelle mesure mettre en place des initiatives dans les zones d'influence, dans les zones d'origine, dans les localités d'origine où il y a vraiment ce phénomène récurrent pour pouvoir stopper, peut-être atténuer, mais on ne peut pas stopper. Nous avons fait une étude avec le CREPOSA. CREPOSA, c'est le centre de recherche sur les sociétés et les populations africaines. J'ai entendu Dr Aman qui intervenait dans le documentaire du départ, mais il n'a pas évoqué. Nous avons fait effectivement une étude pour une organisation au Tchad
sur ce phénomène. Et bon, je ne suis pas indiqué pour le dire, pour en parler, mais nous avons identifié effectivement plusieurs causes et suggéré beaucoup de pistes de solutions, peut-être qui pourront être utiles à un moment donné. Je vous remercie et franchement, bravo, félicitations aux initiateurs et j'espère que ces genres d'initiatives vont continuer pour nous permettre d'aborder d'autres problématiques du pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine. Merci à tous les panélistes de la première partie. Merci aux participants pour les questions, les interventions, l'enrichissement. Beaucoup de propositions ont été faites, beaucoup de pistes et de perspectives sont ressorties de ces différents échanges. Nous espérons que ce sera capitalisé pour la suite du processus de revalorisation de part et d'autre. Je vais remettre le micro à Bonodi pour poursuivre. Merci. Merci Nadine. Je voudrais faire un tout petit amendement à notre programme, vu que tous les trois panélistes qui devraient nous entretenir sur les aspects de la législation tchadienne concernant ce phénomène n'ont pas pu se joindre à nous. Certainement, ils avaient des problèmes techniques. Alors, nous allons aller directement à la troisième partie. Mais avant ça, laissez-moi vous donner deux autres petites annonces. À la fin du webinaire, le micro restera ouvert, la plateforme Zoom restera ouverte pour ceux qui veulent rester et bavarder, discuter de manière informelle. Aussi, à la fin de ce webinaire, nous vous encourageons, nous vous demandons, nous vous implorons de remplir la fiche d'évaluation qui sera partagée, qui est déjà partagée sur la plateforme WhatsApp pour ceux qui sont avec nous. Et nous donnerons la parole à l'équipe technique à la fin, tout à la fin du webinaire pour vous guider sur comment remplir cette fiche pour nous permettre d'améliorer ce genre de choses au futur. Alors, pour passer à la troisième partie du webinaire qui traite des questions de protection internationale et solutions, nous avons 4 panélistes à ce niveau-là. Nous allons, comme nous venons de le faire, nous allons donner la possibilité à tous les 4 panélistes de parler et nous vous demanderons d'écrire vos questions sur le chat. Ça s'est très bien passé. Merci à tous ceux qui ont écrit leurs questions et commentaires sur le chat. Continuez de le faire. Nous donnerons la parole encore une fois au panel à la fin, après que tous les 4 aient présenté, pour répondre à vos questions et commentaires. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le docteur Josué Sandjima Mamder, qui est tchadien, docteur S sciences économiques, obtenu à l'Université de Montpellier en France. Il est diplômé en planification et gestion du développement économique et social du monde rural. Et ce diplôme, il l'a obtenu au Centre international des hautes études agroéconomiques méditerranéennes. Le docteur Mamder est aussi chercheur à l'Institut agronomique méditerranéen, qui est à Montpellier en France. Il a été professeur des universités au Congo-Brazzaville et il a été haut fonctionnaire de l'Organisation internationale du travail, OIT, et depuis lors, il est retraité, mais il continue de travailler en tant que consultant spécialiste en matière d'emploi, formation, en matière d'emploi, travail et formation professionnelle. Joignez-vous à moi pour accueillir le docteur Josué Mamder qui va nous entretenir sur le thème que disent les règles internationales et les conventions des Nations Unies en matière de travail.
Bienvenue, Dr Mamder. Votre micro, Dr Mamder. Oui, voilà, d'accord. OK. Je disais merci et salutations à tout le monde. C'est un honneur pour moi justement d'être convié à cette auguste rencontre. Et je pense que j'ai été justement dans une structure internationale qui avait ou a toujours, n'est-ce pas, comme tâche principale s'occuper de ces problèmes de la société, hein, qui doit pouvoir être juste et essayer de trouver une certaine pardon, capacité de travailler dans la dignité, d'exister, de vivre du moins dans la dignité. Et cette structure s'appelle donc l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui est née justement pour s'occuper du monde du travail. Et cette unité, cette organisation est l'unique agence donc tripartite de la Société des Nations quand il avait été possible, ou du moins on a pensé, n'est-ce pas, qu'il fallait trouver quelque chose pour éviter que des guerres puissent se faire. Et c'est donc à la fin de la Première Guerre mondiale en 1919 que l'OIT a été, enfin, l'OIT a été créé pour essayer de s'occuper de problèmes de société et éviter qu'il y ait des guerres. Et donc, pour pouvoir faire cela, il fallait donc trouver des normes qui vont gérer le monde du travail et faire aussi des politiques et des programmes pour la promotion du travail, parce que l'homme doit travailler pour pouvoir vivre de son travail. Et justement, en cette période-là, 1919, c'est la période où beaucoup de pays étaient encore des pays colonisés, le problème de l'emploi forcé se posait encore, et donc il fallait tout ça, essayer de tenir compte de tout ça et créer des normes pour pouvoir gérer. Et donc l'organisation se donnait pour tâche de réglementer, par exemple, le problème de la durée du travail et du recrutement, pour pouvoir prévenir, n'est-ce pas, le chômage et la garantie d'un emploi, enfin d'un salaire convenable. Il fallait donc s'occuper du problème de la société, les problèmes sociaux des travailleurs, des enfants et des monde âgés, de même que pour les femmes. Ça, c'était le domaine d'intervention de l'organisation. Et pour le faire, il a fallu donc se trouver des principes. Et les principes fondamentaux étaient l'égalité des rémunérations pour un travail de valeur. Et il faudrait également se dire qu'il faut qu'il y ait une liberté syndicale, c'est-à-dire que les travailleurs devaient avoir la possibilité de pouvoir poser leurs problèmes de conditions de travail de manière efficace. Aujourd'hui, on peut dire, n'est-ce pas, que le rôle prépondérant de l'OIT serait donc d'instaurer un cadre éthique et productif pour une mondialisation équitable, puisqu'on est désormais capable de vivre dans un monde où on est très interdépendant. Alors, quelle est la mission et l'impact de l'OIT, par exemple? L'OIT a pour vocation donc la promotion de la justice sociale, les droits humains et les droits au travail. Sa mission donc fondatrice serait d'œuvrer pour la justice sociale qui est indispensable pour une paix durable et universelle, parce que justement l'OIT est né aussitôt après la fin de la Première Guerre mondiale, et la question avait été justement de dire plus jamais ça, et malheureusement, non seulement on a eu 39-45, mais on est même en plein dedans en ce moment. En tout cas, l'OIT devait établir des normes internationales du travail
L'OIT élabore des politiques et des programmes pour promouvoir l'emploi productif. Et depuis 1995, on a ajouté le terme décent parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui travaillent. Non seulement ils n'ont pas de bon salaire, mais les conditions parfois sont très malheureuses. Et je crois que le thème qui nous réunit ici pose vraiment cette question de travail décent, justement. Est-ce que ceux qui travaillent le font de la rue 40 et autres de manière décente? Est-ce que ce qu'ils reçoivent comme salaire leur permet vraiment de vivre décemment? Voilà pourquoi le terme décent a apparu justement dans les approches du BIT. Et le BIT ne travaille pas tout seul, mais essaie également d'intervenir dans le cadre des programmes que le système des Nations Unies a en place. En 1995, dans le programme donc, que les Nations Unies ont essayé de mettre en place pour le développement dans le monde d'ici 2030, le BIT a contribué par un grand document sur le travail décent qui fait partie donc du pilier de ce programme-là. Comment fonctionne le BIT? Je l'ai déjà dit peut-être au début en parlant des travailleurs, mais le BIT s'est donné pour principe de pouvoir fonctionner de manière tripartite et dans le cadre du dialogue social. Le tripartisme, ça signifie qu'il y ait le gouvernement, les travailleurs et les employeurs. Et il faudrait, n'est-ce pas, qu'ils travaillent dans un cadre de dialogue social, qu'ils essayent de s'entendre, trouver des compromis, n'est-ce pas, sur des situations qui se posent. Et puis le BIT participe donc avec les pays qui sont ses membres, et même ceux qui ne le sont pas, qui lui demandent, n'est-ce pas, dans un cadre de partenariat pour le développement. Enfin, le BIT, comme je l'ai dit au début aussi, s'occupe donc de l'élaboration et de définition des normes pour le travail. Évidemment, il lui fallait avoir des organes de gouvernance et un budget pour travailler. En termes de programmes et projets, le BIT gère à peu près 600 projets et programmes dans une centaine de pays avec l'appui de 120 partenaires au développement. Et le BIT a décidé également d'avoir certains types de programmes phares dont les résultats peuvent être utiles pour tous les pays. Et je vais essayer de citer les 5 programmes qui sont quand même, à mon sens, assez importants, à savoir le programme international pour l'abolition du travail des enfants et du travail forcé. C'est un grand programme qui est en cours d'exécution, qui devient un travail un peu permanent du BIT. Et peut-être que certains d'entre vous ont eu dans leur pays des programmes appuyant une position des pays sur ce problème de travail pour l'abolition, n'est-ce pas, du travail des enfants et du travail forcé. Ça s'appelle IPEC ou IPEC en anglais. Il y a aussi le problème de sécurité et de santé pour tous, qui est un problème qui essaie d'aider les pays à avoir le système de sécurité sociale, de couverture sociale dans beaucoup de pays. Et je crois que les pays d'Afrique ont vraiment besoin de ce genre de programme pour essayer de couvrir leur population laborieuse, enfin travailleuse, main-d'œuvre, tout ça, qui sont quand même dans des systèmes beaucoup plus informels que formels. Il y a aussi, troisième type de programme, des emplois au service de la paix et de la résilience, qui veut qu'on mette l'accent sur les différents types d'emplois. Vous savez que les activités dans les pays et les emplois sont en général créés selon les besoins. Et très souvent, cela diffère de pays à pays. Enfin, les sortes de protection sociale pour tous également. Tout ceci sur la base de ce que le BIT était en creuser
où toute l'humanité se rencontre en quelque sorte. Donc, il y a des exemples de différents pays qui se retrouvent. Il y a des comparaisons qui peuvent se faire. Il y a des exemples qui peuvent être présentés pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut peut-être éviter. Le fonctionnement du BIT se fait donc avec quelques organes de gouvernance, à savoir la Conférence internationale du travail, qui est une sorte de parlement du BIT. C'est la structure donc qui permet d'entériner, de voter toutes les décisions qui vont sortir du BIT, qui vont être élaborées et sorties pour les activités du BIT. Il y a aussi le conseil d'administration qui est un organe donc exécutif de l'OIT, et que ce soit la conférence, bon, la conférence est réunie, n'est-ce pas, chaque année, les représentants, gouvernements, employeurs, travailleurs des 187 pays membres de l'OIT. Le conseil d'administration également est tripartite. Il y a les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs à part égale pour un représentant de gouvernement, pour un représentant de travailleurs, un représentant d'employeurs. Il y a 2 représentants du gouvernement pour qu'il y ait une certaine parité. Enfin, il y a le Bureau international du travail, BIT, qui se trouve être donc le secrétariat permanent de l'OIT, et c'est là que se trouve le siège de l'OIT, et se trouve également le directeur général du BIT, qui se trouve être cette année, je crois, pour la première fois depuis ces 103 ans que le BIT existe. C'est un Africain qui vient d'être voté donc directeur général du BIT, prendra ses fonctions d'ici le mois d'octobre. Il y a les commissions tripartites qui couvrent donc les grands secteurs d'activité du BIT. Enfin, il y a les comités d'experts qui aident aussi le BIT sur des sujets, entre autres la formation professionnelle et autres. Évidemment, il y a dans les pays une quarantaine de bureaux du BIT qui existent, des bureaux par pays, ou qui couvrent un certain nombre de pays, et qui font donc des études également concernant tel ou tel type de région. Et en Afrique, je crois que, je ne me souviens plus exactement, mais enfin dans le monde, il y a une quarantaine. Nous avons dit que le BIT élabore donc des normes. Et il y a une bonne centaine de normes du BIT. J'espère que mon collègue qui va venir après va m'aider à retrouver le nombre exact. Mais je voudrais attirer l'attention sur ce qu'on appelle les conventions fondamentales, parce que les normes se constituent des conventions et des recommandations. Il y a 8 conventions qu'on estime être fondamentales parce qu'elles recouvrent les principes fondamentaux du droit. Alors, il y a les conventions 87, c'est numéroté, hein, donc la Convention sur la liberté syndicale et la protection des droits syndicaux en 87, Convention des droits d'organisation des négociations collectives et la Convention sur le travail forcé dès 1930 déjà, la Convention sur l'abolition du travail forcé, Convention sur l'âge minimum du travail, Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et c'est de là qu'est parti, n'est-ce pas, ce grand programme de IPEC hein, pour l'abolition du travail des enfants. Et la Convention sur l'égalité des rémunérations, et je crois que les informations nous montrent par exemple comment il y a une différence entre le traitement des femmes et des hommes en termes de salaire. Enfin, il y a la Convention sur les discriminations de l'emploi et de profession.
j'essaie d'aller vite parce que le BIT est tellement prolixe en termes d'informations qu'il vous suffit d'aller sur Google, vous pouvez avoir toutes les informations sur le fonctionnement, sur ce que fait le BIT. Donc, je vais aller assez rapidement là. Je vous présente par exemple l'élaboration des normes et des déclarations qui sont donc les activités fondamentales du BIT. Les normes donc, internationales du travail sont élaborées et adoptées donc, par les représentants des gouvernements employeurs et des travailleurs et votées au niveau de la Conférence internationale du travail. Le BIT, avec toutes ces activités qu'elle mène, a essayé d'avoir quand même des sources documentaires qui permettent des consultations. Alors, vous avez trouvé tout ce qui concerne les normes dans un site qui s'appelle Normlex, qui sont donc des bases de données sur les normes internationales du travail. Vous avez une autre base qui est NATLEX, base de données sur les législations nationales du travail et de la sécurité sociale et des droits de l'homme. Et le BIT, je crois, si j'ai bonne mémoire, mais je crains de ne pas l'avoir vraiment, a recensé, par exemple, un certain nombre, n'est-ce pas, de cas de violation de ces droits-là, une 80aine à peu près à ce jour. Enfin, il y a les bases de données sur les législations et la protection de l'emploi. Bon, l'application de normes comme ratifié, quand un pays ratifie une norme, elle s'engage à l'appliquer et à faire un rapport sur l'application de cette norme ratifiée. Et si elle a des difficultés, si le pays a des difficultés à faire cela, il y a une assistance que le BIT pourrait apporter au pays pour lui donner les moyens techniques pour faire ces rapports. Et il y a également des procédures de réclamation et de plainte qui peuvent donc être engagées contre un État qui n'aurait pas respecté les dispositions d'une convention qu'il a ratifiée. En effet, un pays comme le Tchad, par exemple, a été assez souvent interpellé sur pas mal de situations et je pense que ce problème des travailleurs de rue 40 peuvent faire l'objet, n'est-ce pas, d'interpellation de l'État tchadien si les structures du pays, notamment les syndicats, constatent des choses qui ne sont pas selon les textes votés par le pays dans le cadre de l'OIT. Eh bien, il y a une interpellation qui est faite donc au niveau du BIT par le syndicat. Voilà de manière très, très brève ce que je vous dis sur le fonctionnement du BIT, que vous pouvez trouver et beaucoup mieux expliqué que moi dans toute la documentation que vous pouvez avoir. Je voulais aussi, dans le cadre... Oui, allez-y. Je ne sais pas si... Ah oui, parce que j'avais oublié de le dire au début que j'allais dire un mot sur la structure en tant que telle et aborder 3 petits points, à savoir le problème de l'emploi des jeunes, le problème de l'emploi domestique et puis du travail forcé. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça, mais bon, voilà, s'il n'y a pas autre chose à dire, ben je continue sur l'emploi des jeunes, à moins que... Docteur, vraiment, ça semble très intéressant, mais je vois que nous faisons un peu la course contre le temps. Alors, je suggère, sans vouloir ignorer ce que vous avez, j'aimerais bien que vous interveniez dans ce sens, mais je suggère que vous vous entreteniez ça sur cette question-là plutôt après pendant la séance de questions-réponses, il y aura certainement des questions relatives à ces 3 points-là qui sont d'ailleurs très pertinents. Et je voudrais dire merci pour cette présentation très succincte et très instructive qui non seulement nous a montré comment le BIT et l'OIT fonctionnent, mais surtout qui nous a informés sur l'existence des conventions, des normes du travail qui sont déjà en place depuis un siècle
et qui sont dynamiques, qui continuent d'évoluer avec les questions de justice sociale, et que surtout que ces conventions-là s'appliquent au Tchad, qui les a ratifiées en grand nombre. Si ce n'est pas toutes les conventions, je suis sûre que le Tchad en a ratifié beaucoup. Et merci aussi de nous avoir attiré l'attention sur le fait qu'il y a un mécanisme de contrôle au niveau du BIT et un mécanisme d'aide qui permet au BIT de donner au pays les moyens de procurer le travail décent, que vous avez d'ailleurs très bien résumé en termes de justice sociale, droit au travail et normes éthiques et justes de travail. Alors, non seulement le BIT, l'OIT donne au pays les moyens de rendre ça possible, mais il y a aussi un mécanisme de contrôle qui permet de les interpeller. Et ça suscite cette question que vous avez d'ailleurs très bien introduite. Si les syndicats tchadiens posaient le problème, ça pourrait faire l'objet d'une interpellation de l'État. Et ça rejoint ceux qui ont parlé avant. Il n'y a pas de législation vraiment qui se penche sur la situation des fonctionnaires de la rue des 40. C'est une situation qui est à la fois très méconnue, ou ignorée, je veux dire, et très présente dans le quotidien, pas seulement des N'Djamenois, mais des Tchadiens en général. Alors, avec votre indulgence, Dr Mamder, je voudrais que vous reteniez ces 3 points-là et que vous reveniez à la fin de ce panel, après les interventions de Demba Tobosi et Jacques Bou, quand vous aurez l'occasion de répondre aux questions. Est-ce que cela vous convient? Oh, très bien, moi, ça me va. Hein? Merci beaucoup. Alors, dans la même lancée de la modification du programme, je vais introduire Madame Demba Catherine qui va nous parler de la protection de l'enfance. Après cela, je vais remettre le bâton à Nadine pour introduire et animer les deux prochains panélistes. Et à la fin, Nadine et moi co-modérerons les questions et réponses adressées à ce panel. Et nous allons recommencer la séance des questions-réponses avec le Dr Mamder afin de nous assurer qu'il adresse ces 3 points-là très importants qu'il vient de mentionner. Alors, sans plus tarder, je vais présenter Madame Demba Catherine, qui est aussi tchadienne, licenciée en anglais de l'Université de N'Djamena. Elle est aussi titulaire d'une maîtrise en communication de l'Université de N'Djamena. Elle détient un certificat en protection des droits de l'enfant de l'Université de Genève et le Centre de formation judiciaire de Dakar conjointement. Et elle a travaillé pour l'ONG World Vision pendant plus de 15 ans en qualité d'agent de terrain. Ensuite, elle a occupé des postes de responsabilité au niveau national et au niveau régional, notamment au Tchad et en République centrafricaine. Et puis, Madame Demba a ensuite occupé le poste de spécialiste régional de la protection et de la participation des enfants du bureau régional de World Vision pour la région de l'Afrique de l'Ouest. Et en cette qualité, sa zone de responsabilité s'est étendue au Sénégal, à la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Ghana et la Sierra Leone. Et depuis 2021, Demba Catherine travaille pour l'ONG internationale Intersos comme coordinatrice protection pour le Cameroun et la RCA. Joignez-vous à moi pour accueillir Madame Demba Catherine et en demandant votre indulgence, Madame Demba, je vous demande d'être assez brève. Je sais que vous avez beaucoup travaillé, vous êtes passionnée de la protection de l'enfance et que vous avez beaucoup à nous dire, mais je vous demande de résumer, d'être succincte, d'aller à l'essentiel et vous aurez l'occasion de revenir pendant la séance de questions et réponses
Cela nous permettra aussi de respecter le temps de nos deux prochains présentateurs, Thierry Tobossi et le Dr Jacques Beau. Merci à vous. J'espère que du côté technique, j'espère que tout marche bien pour permettre à Madame Catherine Demba de faire sa présentation. Allô, Madame Demba, est-ce que vous nous entendez? Mais en cas de problème, nous sommes adaptables. Nous pouvons toujours intervertir l'ordre des présentations et permettre à ce que je vois un message arriver. Je vais regarder rapidement. OK. Comme je le disais, je crois que nous allons nous adapter. Nous allons continuer de nous adapter. Et nous allons passer plutôt à Monsieur Thierry Tobossi. Et je vais demander, Nadine, est-ce que je peux te demander de présenter Thierry ou si ça te va, sinon... Oui, vas-y, présente Thierry et nous lui donnerons l'occasion de présenter en espérant que Madame Demba va nous rejoindre, surtout avec tous les problèmes techniques qu'il y a. Merci. Oui, merci Bonoti. Le direct a toujours ses problèmes. Et l'avantage que nous avons, c'est que depuis le début, on s'adapte. Je suis sûre que Madame Demba, qui est un peu mon homonyme, sans le N, va nous rejoindre. Je vais vous présenter Monsieur Tobossi qui va nous entretenir sur le thème dispositif de lutte contre l'esclavage moderne, cas du Bénin et du Togo. Monsieur Thierry Donald Tobossi est chercheur en droit et sciences criminelles, titulaire d'un master professionnel en stratégie et ingénierie des affaires, d'un master en droit pénal et sciences criminelles. Il est spécialiste du droit privé en général, en droit des affaires et droit pénal en particulier. Il est passionné des sciences criminelles. Il est engagé dans la promotion des modes alternatifs de règlement des différends, le respect des droits de la défense et des droits des personnes humaines. Précédemment collaborateur juriste senior dans divers cabinets d'avocats au Bénin, il est auteur et co-auteur de plusieurs travaux scientifiques, dont certains sont disponibles sur le portail du droit OADA et l'un édité aux éditions universitaires européennes. Consultant et formateur dans diverses matières du droit, il est membre actif des cliniques et réseaux juridiques. Monsieur Tobossi Thierry Donald est l'actuel directeur de la clinique des lois de l'ONG Wake Up for Rights du Bénin. Merci, Monsieur Tobossi, de nous parler des dispositifs de lutte contre l'esclavage moderne, cas du Bénin et du Togo. Merci. Bonjour. C'est bon? Vous m'entendez? Bon, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Tobossi. Alors, je souhaiterais partager mon écran en attendant que ma caméra ne fonctionne. Je suis sûre que l'équipe technique est en train de prendre les dispositions pour que ce soit possible. Mais il y a quand même une préoccupation sur le micro. J'ai l'impression, je ne sais pas si... Alors, je pense que je pourrais commencer pour gagner en temps.
en attendant que l'écran ne puisse être partagé. Alors, j'ai pour mission, au nom de l'ONG Wake Up for Your Right, de vous présenter les dispositifs de lutte contre l'esclavage moderne et le travail forcé dans l'Afrique de l'Ouest, précisément au Bénin et au Togo.